Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel vidéo qui est la suite du premier qui parlait du comment fonctionne un site web. Dans le premier, nous avons préparé un petit peu le poste de travail avec quelques petits outils. Dans le premier tutoriel aussi, nous avons vu ce qu'était 2IS, le serveur de Windows. Alors, comme c'est un petit peu la suite directe, en désinstallant 2IS, qui reste le dossier inetpub que vous pouvez supprimer après redémarrage. Voilà, donc ça c'est une parenthèse pour ceux qui auront installé 2IS et désinstallé aussi. Ensuite, dans le tutoriel précédent, j'avais parlé qu'on verrait 3 modes d'installation du serveur web sous Apache. Bon, en fait, je vais pas faire ça comme ça, parce que ça risquerait certainement de vous embrouiller plus qu'autre chose, et du coup, on va partir sur une installation simple. Une installation complète, on va dire. Donc pour ce faire, on va partir déjà sur Google ou autre navigateur de votre choix et moteur de recherche de votre choix. Il faut savoir qu'il y a, on va dire, pour Windows, deux grandes versions de serveurs Apache préconfigurés, on va dire. La première étant Easy PHP, donc c'est une des configurations que j'utilise personnellement. Après c'est à chacun son goût. Bon, celle-ci je crois qu'elle est uniquement utilisable sur Windows. Je suis pas très sûr, mais il me semble qu'elle est utilisable que sur Windows. Ensuite on a toute une suite en fait. C'est à peu près la même, sauf que en fonction de l'environnement, le nom il change. Donc par exemple sur Linux, c'est LAMP. Ça veut dire en fait Linux, Apache, MySQL, PHP. Le AMP à la fin, Apache, MySQL, PHP. Et le L pour Linux. Pour Mac, et ben c'est la même chose, sauf que le L, bah, c'est plus Linux mais c'est Mac, donc c'est MAMP. M-A-N-P. Pour Windows, bah c'est WAMP. W pour Windows, AMP, Apache, MySQL, PHP, MyAdmin. Il y en a aussi une autre qui existe, qui est XAMPP. Je sais plus trop ce qu'elle fait. C'est un petit peu comme tous. À la base, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a dedans Apache, qui est le serveur web, qui va traduire nos fichiers web. Il y a une base de données MySQL, donc qui permettra d'enregistrer des données sur nos sites dynamiques par la suite. Et une interface d'administration en PHP pour PHP MyAdmin qui va servir à gérer la base de données MySQL. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu la présentation de ces logiciels. Donc je vous disais que moi personnellement j'utilise EasyPHP. Alors c'est vrai que je pourrais en utiliser un autre, mais bon, vu que j'ai l'habitude de lui, alors on va utiliser lui. Donc c'est EasyPHP collé comme une marque. Hop. Alors, on va prendre sur easyphp.org. Donc, on voit c'est basé sur WAMP. Donc, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer ici qu'on a deux versions. Une version développeur et une version serveur pour l'hébergement. Alors, on regarde un petit peu tout ce qui s'y passe. Donc ici, on a des modules qu'on peut ajouter par la suite. On a des
composants et on a le serveur de développement. Sinon, si à côté on regarde le côté web server, donc on a PHP1, Runcube, WebAdvisor, FileZilla, Mail Server, PHP MyAdmin, PHP5, MySQL, Apache. Bon, il est vrai qu'on va faire du développement, mais sur ce coup-là, on va prendre le web server. Donc on le télécharge. Si il se télécharge, parce qu'il n'y a pas l'air. Ah non, coming soon, j'ai pas bien lu. On va dire prochainement. Donc bon, on devrait prendre lui normalement. Donc là on voit dev server et upgrade component. Le dev server a juste PHP, Apache, MySQL, PHP MyAdmin, XDebug. Dans les components c'est la même chose, sauf que on passe de 5.4.6 à 5.4.10 pour PHP. XDebug c'est la même. On a un PHP inférieur, on a encore un XDebug, encore un PHP inférieur. Ouais, donc finalement on va prendre la dev server ici, la 12.1. On patiente, l'index va démarrer automatiquement. Donc on voit il est parti sur SourceForge. Et on récupère l'installeur. Alors logiquement ça devrait aller vite, si c'est 25 MO, mais bon, en ce moment je fais plein de choses un petit peu à côté, ce qui fait que la bande passante est un petit peu prise. Donc ce que je vais faire c'est qu'en attendant, je vais couper le tutoriel, je vais attendre qu'il se termine de se télécharger, et je vous reprends aussitôt. Donc voilà, hein, si vous avez repéré l'heure, il n'y a pas beaucoup de minutes qui se sont écoulées. Donc c'est terminé, donc je vais pouvoir lancer l'installation. Alors, on va préciser un petit truc. Dans l'ordinateur, donc c'est vrai que dans le tutoriel juste précédent, ma partition système était beaucoup plus petite. Je l'ai agrandi entre temps, et ça, voilà. Je suis pas là pour expliquer comment on fait ça. Je l'agrandis juste pour vous faire voir que il y a de la place. Et à côté, j'ai un autre disque dur qui lui aussi a de la place. Sachant que si un jour le système il plante, on perd les données qui sont dans le système. Ça, j'espère que certains d'entre vous le savent. Ceux qui ne le savent pas, bah, ils apprennent une nouvelle. Par contre, quand on met les données à l'extérieur du système, si le système il se plante et qu'on n'arrive pas à le récupérer, on va supprimer la partition pour la réinstaller sans toucher à celle qui est à côté. Ce qui fait que du coup, ce qu'on a mis à côté, on le récupère. Alors après, il y a une autre chose. Là, on va installer un programme. Alors, il faut savoir que le programme que l'on va installer, il n'est pas vraiment installé dans l'ordinateur. Si vous le laissez par défaut, il se mettrait dans Programme File. Ça, c'est pas un souci. Mais ce programme-là, c'est pas vraiment un programme comme on l'entend parler la plupart du temps. C'est pas comme Paint, par exemple. Ce programme, en fait, il peut fonctionner à l'extérieur de l'ordinateur. On pourrait par exemple le mettre sur une clé USB, le mettre sur un autre ordinateur et le faire fonctionner. Alors que Paint, il faudrait vraiment l'installer sur notre ordinateur. Donc ici, c'est un installeur qui va décompresser les fichiers,
Mais au fond, c'est seulement ces fichiers qui nous intéressent, c'est pas ce truc-là en fait. Donc pour que ce soit clair, ici j'ai une partition qui s'appelle serveur. On va imaginer dans cette partition serveur que je vais créer un dossier, et ce dossier sera le dossier de tous les serveurs. Alors vous comprendrez, que ce soit serveur ou autre type de choses, bref, je stockerai tout là-dedans. Donc on voit bien, là je suis dans la partition E, et le dossier serveur qui va m'intéresser. Je vais exécuter l'installateur EasyPHP. Donc je demande en français. Donc là au passage je peux fermer internet, ça sert plus à rien. Je vais dire suivant. Je vais accepter la licence. Je dis suivant. Et ici il me demande où est-ce qu'on souhaite installer le EasyPHP. Alors moi je vais lui dire, je veux que tu me le mettes dans serveur, dans mon dossier serveur. Et vous voyez, il me dit, ok, je le mets dans E serveur et dans un dossier EasyPHP. Moi je lui dis non. Je veux juste que tu me le mettes dans E serveur. Et c'est tout. Et je lui dis suivant. Donc il existe déjà, souhaitez-vous l'installer? Oui. Donc ça va ajouter un raccourci dans le menu démarrer, qui s'appellera EasyPHP 12.1, donc là on lui dit oui, et on installe. Donc vous voyez ici que ça décompresse les fichiers en fait. Le désinstalleur servira simplement à supprimer les fichiers. En gros, l'installer, c'est juste décompresser les fichiers, puis de supprimer ces fichiers. C'est un petit peu ça, le principe. Voilà. Donc ici, je pourrais fermer ça. Ici, je vais me créer un petit raccourci sur mon bureau, pour que ce soit plus pratique à chaque fois d'accéder ici au serveur. Donc, je fais un clic droit, copier, bureau, nouveau, raccourci, je colle, je dis suivant. Je peux le laisser serveur comme ça, me le mettre visuellement en grand, et j'aurais plus qu'à cliquer là-dessus pour retrouver mon serveur. Au moins, l'ensemble de mes serveurs. On va fermer ça. Dans notre menu démarrer, on a du coup un EasyPHP qui s'est installé. Ce EasyPHP, comme je vais en avoir besoin assez souvent, donc déjà la première chose c'est que je vais le ranger dans mon menu. Donc dans outils dev, ici il faudrait que je me crée un dossier. Donc dans outils dev, je vais demander d'ouvrir, puis faire un nouveau dossier, et je vais l'appeler serveur. Voilà. Maintenant, dans le menu démarrer, EasyPHP je le déplie, outil dev serveur je le déplie et je déplace le raccourci. Ce qui fait que ici, vu que outil dev est raccordé à lui, je vais trouver dans serveur mon EasyPHP. Je le démarre. Donc ici PHP il va rester en bas. Comme je peux l'utiliser souvent, je vais ici me demander de venir l'épingler à la barre des tâches en bas. Donc ici le lecteur Windows Media j'en aurai pas besoin. Et l'explorateur vu qu'il y a le menu démarrer, il n'y en a pas vraiment besoin. Donc ici, si je clique dessus, il ne se passe rien. Si je fais un double clic, j'ai une fenêtre me disant Apache démarrer, MySQL démarrer. Jusque là, super, on n'a presque rien fait et tout marche.
Ensuite, si je fais un clic droit, j'ai ce menu qui apparaît, me donnant de l'aide, me présentant les fichiers de log, c'est-à-dire les fichiers qui enregistrent un petit peu tout ce qui se passe, donc sur les erreurs au niveau d'Apache ou les accès au niveau d'Apache, sur MySQL ou sur les IPHP en général. Ensuite, ici on a le menu configuration, on va pouvoir configurer ZPHP, Apache, les extensions que ZPHP utilise au niveau de PHP, la configuration de PHP, la configuration de MySQL ou de PHP-MyAdmin. Ensuite, on a le Explorer. Donc le Explorer, si je clique, vous voyez, il me ramène dans serveur www. Ou si je retourne en arrière, je suis bien dans mon dossier serveur et dans le dossier www. Ok, on continue l'exploration, toujours clic droit, administration. Donc si je clique dessus, il m'ouvre une page web en me faisant voir des exemples, les fichiers, les standards, les versions que j'utilise, le module, le Dev Center PHP-MyAdmin. Bon, vu qu'il me le propose, je vais le télécharger, son module Center PHP-MyAdmin, je sais pas quoi. Je sais pas trop quoi. Bon, on va pas s'en occuper, on va pas s'attaquer avec ça. Donc ça, on voit que l'administration nous ramène sur cette page, qui a une adresse bizarre, on verra plus tard pourquoi. À nouveau, si je regarde cette fois-ci, web local. Donc je vois là qu'il m'ouvre mon navigateur, l'adresse elle est toute seule, et ici je vois le dossier myportailfile. Et dedans, il n'y a rien. Mais ce dossier, j'ai déjà vu. En fait, ce dossier, quand j'ai fait explorer ici, c'est ce qui m'a fait voir dans le W. En gros, si vous avez vu la formation sur le 2IS, localhost et le répertoire www.root, bah ici le www.root c'est le répertoire W, qui est là où il y a notre site web, tout simplement. Et le localhost, c'est 127.0.0.1. Voilà. Donc après on verra d'autres choses, bien entendu. Continuons. Là on a redémarré. Donc si on fait ça, bah, vous voyez, ça redémarre les serveurs. Et on a aussi arrêté, hein, qui va faire arrêter les serveurs. Donc les serveurs ici, voulant dire Apache et MySQL. C'est les deux réels serveurs en fait. PHP-MyAdmin, c'est un programme qui va fonctionner sur ces serveurs. Mais c'est pas un serveur. De même que c'est tout. Pour l'instant c'est tout. Donc bon, je vais pas les laisser arrêter. Hein, le but, ça va être de les utiliser. Donc, ici on indique le répertoire W étant le fichier qui avait notre site. Testons, comme on avait fait de notre côté. Alors, afin de simplifier un petit peu la vie au niveau de certains types de fichiers, et au niveau de certains dossiers qui pourraient être cachés, ou des trucs comme ça que des fois on pourrait avoir accès, je vais débloquer quelques options dans le système. Donc, pour pouvoir le faire, je vais sur le menu Organiser. Dans Disposition, je coche barre de menu. Dans Outils, je vais dans Options des dossiers. Dans le menu Affichage, dans l'onglet Affichage plutôt, je descends. Ici pour les fichiers cachés, je demande à ce qu'il me les affiche. Et ici pour masquer les extensions des fichiers dont le type est connu, je le décoche. Et j'applique. Je dis OK. À nouveau dans Organiser.
disposition, je peux décocher la barre des menus. À noter que la barre des menus, on peut la faire apparaître ou disparaître en appuyant sur la touche F10. J'appuie sur F10, je clique et elle disparaît. J'appuie sur F10, je clique, elle disparaît. Voilà. Pourquoi avoir fait ça? Bah, vous allez voir. Je vais faire un fichier nouveau, document texte. Et vous voyez, cette fois-ci, j'ai .txt. Donc maintenant, je pourrais directement dire, je crée un document index.html. Ce qui m'évite de renommer à chaque fois ou de supprimer le fichier avant que j'aurais créé temporairement. Ce fichier index, je vais pouvoir faire un clic droit, éditer avec Notepad. Et comme avec 2is, on va faire un petit coucou Apache. Ils sont où les Indiens? Et on enregistre. Et on va tester ça un petit peu. Donc ici, je ne sais pas si on peut le faire, on ne peut pas le faire. Donc ici, on va sur l'icône. D'ailleurs, cette icône, vu qu'elle se cache un petit peu, c'est pas très pratique, puisqu'on va l'utiliser assez souvent. On va aller sur le menu démarrer, faire un clic droit, propriété. Ici, dans la barre des tâches, voilà, la zone de notification, on va pouvoir personnaliser. Et ici, on va demander à ce que Easy PHP Manager soit toujours affiché. Et on valide par OK. De sorte à ce que maintenant, il soit toujours là en fait, il ne se cache plus. Donc ici, on va explorer, plutôt web local, parce que explorer sinon ça nous ouvre le dossier. Et on a bien notre fichier qui s'affiche, coucou Apache, ils sont où les Indiens? Merveilleux. On peut fermer. Voyons voir si ce qu'on avait fait en PHP, ça fonctionnerait. Donc pour cela, j'utilise des balises d'ouverture et de fermeture du codage PHP. Ici, je peux pas l'écrire comme ça parce que c'est un langage de programmation, donc je dois utiliser une syntaxe un peu particulière. Mais en d'autres termes, ça veut dire affiche, coucou Apache, ils sont où les Indiens? Bon, par contre, là, ça ne peut pas être un fichier HTML. Donc, je vais faire fichier enregistré sous. Je vais demander ça en PHP et je vais toujours l'appeler index. Là, on va faire un truc, on va dire coucou 2. Et je vais enregistrer. Pourquoi coucou 2? Parce que sur notre dossier, on a 2 index. Vous allez voir. On va essayer de savoir lequel il va lire. Est-ce qu'il va prendre le HTML ou le PHP? Parce que dans HTML, j'ai écrit que coucou. Alors que dans le PHP, j'ai écrit coucou 2. Puis à voir s'il va lire le PHP. Donc, pour tester s'il va lire le PHP, je vais renommer index en indexon point et je vais mettre txt pour fausser un petit peu le truc. Donc on y va. On va sur web local. Et ici nous déclenche bien le fichier PHP qui est coucou 2 Apache, ils sont où les Indiens? Bon, c'est ce qu'on s'attendait un petit peu. Donc si ici on lui dit à nouveau, toi bah, c'est index HTML, et que maintenant on va demander à Apache lequel tu vas lire en premier, il me répond coucou Apache, ils sont où les Indiens? Donc en d'autres termes, il va choisir les fichiers HTML en premier, avant les fichiers PHP. Bon, ça c'est logique un petit peu. Donc voilà, ça c'est pour la petite explication au niveau de ces deux fichiers. Alors maintenant, que se passerait-il si on crée un dossier? Alors on y va, on va créer un dossier test.
Et dans ce dossier test, on va mettre tiens, notre fichier PHP puisqu'il ne peut pas se déclencher tout seul. Donc je le mets dans test. À nouveau, je vais explorer le web local. Ici, qu'est-ce que je vois? Coucou Apache, ils sont où les Indiens? Donc, c'est bien, je vois le texte, mais je ne vois pas le reste. Bon, au lieu de faire le web local à chaque fois, je vais juste cliquer derrière. Disons qu'ici, imaginons qu'il n'y avait pas de fichier. Donc, s'il n'y avait pas de fichier, je vais imaginer que index.html est dans test. Que du coup, il y a un dossier. Comme il y a un dossier, il n'y a pas de fichier. Et on voit que s'il y avait un dossier, EasyPHP nous donnerait une page un petit peu construite en nous affichant les dossiers à l'intérieur. On a vu que ça fonctionne que si le fichier index ici n'est pas à la racine du site, c'est-à-dire à côté du dossier, sinon il va lire à tout prix le fichier. Donc ici il a su lire parce qu'il s'appelait peut-être index. Si on l'appelait indexo par exemple, et qu'on actualise, vous voyez qu'elle est plus capable de le lire. Pourtant c'est toujours un fichier HTML, mais le fait qu'il s'appelle plus index, il est plus pris en considération. Donc de ce fait, je peux cliquer sur lui et ça va afficher son contenu. Et si je vais derrière, dans test, vous voyez qu'ici j'ai directement l'affichage du fichier PHP. Ceci fonctionne du même principe. Si c'est pas affiché, c'est parce qu'il a été pris en considération tout de suite. Pourquoi? Parce que je l'ai appelé index. Si lui aussi je l'avais appelé différemment d'index, comme indexon, là ça ferait la même chose. Donc je vais actualiser, pour prendre en considération les changements. Donc on voit pas grand chose, mais dans test ça s'est actualisé. Si je vais dans test, maintenant, vous voyez, le fichier ne se déclenche plus tout seul. Mais je vais être obligé de cliquer dessus pour voir son contenu. Comme ça, parce qu'il n'a pas été pris en considération. Donc, une chose à remarquer aussi, quand on a créé le dossier test, et qu'on a mis notre fichier indexant dedans, vous avez vu que dans la barre d'adresse, il y a un test qui s'est rajouté, entre deux anti-slash. Alors qu'ici, juste avant, voilà, à la base, j'ai que l'adresse tout seul. Donc quand on a un dossier, en fait, chaque dossier va être séparé par un anti-slash, ou plutôt par un slash. Pardonnez-moi, je me suis trompé dans le signe. Donc jusque là, ça va. Dans test, si à nouveau nous créons un nouveau dossier comme ça, actualisons et voyons voir ce qui s'y passe. Super, nouveau dossier. Si je clique dessus, là je vois nouveau pour 120 dossiers. Bizarre. Disons que ce nouveau dossier, si on l'appelait DOS de Toto. Ici on va reculer d'un cran pour revenir sur test. Ici on va actualiser parce qu'on voit bien que le nouveau dossier n'a pas changé. Voilà, en actualisant le dossier de Toto est pris en considération. Et si je clique dessus, là je revois la même chose. DOS pour 120, 2 pour 120 Toto. Donc, je suppose que vous avez quand même compris que le pour 120 représentait finalement un espace. Et si je fais DOS espace 120 espace 2 Toto et que j'appuie, automatiquement ça se retraduit par pour 120. Donc ça c'est une chose, avec les noms qui ont des espaces. Voyons voir si maintenant mon dossier avait quelques accents. Le DOS a Tintin. Bon, on va juste mettre un accent sur le A et ça ira. De la même façon, je vais actualiser. Ici, je vois j'ai bien DOS à Tintin. Et si je clique, j'ai bien DOS à Tintin. Donc là, je m'attendais pas trop au A comme ça, à vrai dire. Mais il a fonctionné.
Alors on va tester un petit peu d'autres trucs, comme les caractères un peu comme et essayons un arrobase, un ccdille, et voir ce que ça va donner tout ça. On actualise. Côté affichage, ça a l'air d'aller. Côté navigateur, on voit que les accents ont resté. Mais des fois, vous verrez que normalement c'est transcodé en fait. Là, ça s'est pas fait, mais des fois ça se transcode. C'est-à-dire que ça, comme le %20 veut dire un espace, bah, les accents des fois ils sont traduits par des pourcents quelque chose, voulant dire que ça c'est l'accent tel, ça c'est l'accent tel. Bon, enfin on n'est pas là pour étudier à fond ça, mais là juste pour comprendre un petit peu le fonctionnement des dossiers et tout le reste. Alors depuis le début, on pourrait se dire, mais à quoi correspond ce 127.0.0.1 ou ce localhost qu'on a vu sur 2IS avec le serveur de Windows? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une carte réseau, il me semble qu'il faut une carte réseau, je ne suis pas sûr à 100% qu'il faut une carte réseau, mais bon, généralement maintenant tout le monde a quand même une carte réseau, donc on va se dire que dès que vous avez une carte réseau, que vous soyez connecté sur internet ou sur votre réseau local, on a ce qu'on appelle une adresse de bouclage. Une adresse qui permet de tester si notre carte réseau fonctionne bien. Et cette adresse, c'est une adresse IP qui est de ce type-là. Cette adresse IP, elle est associée à un nom. Donc c'est soit, par exemple comme Google, c'est soit j'appellerai google.fr, ou soit j'appellerai le numéro qui a derrière google.fr. Tout comme je ferai pour appeler un contact dans mon répertoire de téléphone. Dans mon téléphone, avant, je retenais les numéros. Et quand je voulais appeler quelqu'un, je composais le numéro. Et par la suite, il est venu qu'on pouvait enregistrer un numéro avec un nom. Donc, maintenant, quand je veux appeler un contact, je ne me souviens même plus de son numéro, ou je ne sais même pas son numéro. Tout ce que je fais, c'est juste chercher son nom, puisque je connais son nom. C'est plus simple à retrouver son nom que me rappeler de son numéro. Bah, sur Internet, c'est pareil. En fait, Internet ou le réseau fonctionne que sur des numéros, comme les numéros de téléphone. Sauf que comme c'est pas pratique, on associe ces numéros avec des noms. Et du coup, ce qui veut dire que ici 127.0.0.1 sous forme de numéro, en nom, ça s'appelle localhost. Alors on pourrait se dire, mais comment l'ordinateur sait ça? Dans le menu démarrer, dans le exécuter, qu'on peut faire apparaître via clic droit, propriété, personnaliser et commande exécuter, on coche. Voilà, comme ça c'est dit. On peut taper CMD. C'est un diminutif pour ligne de commande. On commande CMD. Et ici, on va faire une commande toute simple. On va jouer au ping-pong. Donc, on tape ping, et ping, on demande sur qui on envoie la balle. Donc, je l'envoie la balle sur 127.0.0.1. Et je regarde. Et il me répond. Réponse, 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 réponse. 4 envoyés, 4 reçus, 0 perdu. Donc, le ping sur 127.0.0.1, il me répond. Donc 127.0.0.1 existe. Essayons autre chose. Si je fais ping, cette fois-ci sur localhost. Je vois qu'il me répond des trucs bizarres. Et il a bien répondu. Envoyé 4, reçu 4, perdu 0. Sauf que là, la réponse, ce 127.0.0.1 est sous la forme IP dans la norme version 4. Et ici, 127.0.1 que vous voyez est dans la norme IP
version 6. Et ça, c'est dans la norme version non. DNS, quoi. Si je voudrais savoir le ping sur le 127.0.0.1 là, que j'ai appelé en version IPv4, je crois que je dois dire ping -4, je crois. Voilà. Donc on voit que ping sur localhost me répond ping sur Win7. Il se trouve sur 127.0.0.1. Ce Win7, c'est pas un miracle, c'est mon ordinateur clic droit. Propriété, Win7, c'est le nom de mon ordi. Vous voyez. Donc mon ordi, il est bien sur l'adresse 127.0.0.1. Super. Et si on fait un ping nous-mêmes sur Win7 maintenant? Même, je vais le mettre encore en protocole V4 au cas où. Et là, il me dit, ping sur V7, c'est 192.168.5.12. Et là, je me dis, mais tu te fous de ma gueule. Il y a 2 minutes, tu me dis que localhost, c'est Win7 sur 127.0.0.1. Et là, quand je te demande de me dire, donne-moi l'adresse de Win7, en d'autres termes, tu me réponds que c'est 5.12 maintenant. Effectivement. En fait, l'adresse de bouclage, comme on voit, l'adresse 127.0.0.1, qui correspond aussi bien à localhost, mais qui correspond aussi bien à Windows 7, en fait, c'est l'adresse pour l'ordinateur interne. Et il n'y a que lui qui peut y accéder. Par contre, mon ordinateur peut accéder à Internet. On voit bien, j'ai Internet. Et le fait qu'il puisse accéder à Internet, c'est pas l'adresse 127.0.1 qui lui permet de faire ça. La 127.0.1 ne me permet de communiquer que avec l'ordinateur. Seulement lui. Alors que sur Internet, j'ai sur mon réseau local, cette fois-ci, parce que ça c'est pas une adresse non plus Internet, ça fait bien partie du protocole Internet, mais c'est pas une adresse qui peut être visible sur Internet. Tout comme celle-ci ne peut pas être visible sur mon réseau local, celle-ci ne peut pas être visible sur Internet. Ce qui veut dire qu'il y a encore une adresse derrière tout celle-ci qui me permet d'être visible sur Internet. On est bien d'accord. Puisque comme j'ai Internet, j'ai bien quelque part une adresse qui me permet d'être visible sur Internet. Comment je peux savoir cette adresse? Premièrement, déjà, je peux faire un IP config pour connaître la configuration IP de mon réseau. Ici, si je remonte dans carte Ethernet, Internet, donc moi parce que je l'ai appelé Internet, mais vous verrez peut-être carte Ethernet, connexion réseau local, je sais pas trop quoi. Donc moi je l'ai appelé Internet, du coup, ici je vois l'IP6, une autre IP6, une autre IP6, une IP4, tiens, 5.12, c'est ce qu'il m'a donné. Donc un masque de sous-réseau, ça m'occupe pas trop. Et ici, je vois une adresse de passerelle par défaut, 5.1. Alors en fait, pour communiquer avec Internet, mon ordinateur est obligé de passer par celle-ci. C'est-à-dire la passerelle qui me permettra de communiquer avec Internet. Cette passerelle qui est en 5.1 chez moi, chez vous peut être en 0.1 ou en 1.1 ou 0.254, ça dépend. Il y a plusieurs adresses qu'il peut avoir, mais bon. Cette passerelle, en général, quand vous tapez son numéro dans la barre d'adresse, 92.168.5.1, et que je regarde, je vois que chez moi, comme je suis connecté chez Free, par Free, j'ai accès au Freebox serveur. Donc la configuration de la Freebox. Chez vous, si vous êtes sur Vbox ou autre, vous aurez l'accès à votre box. Et en fait, c'est votre box qui, elle, a une adresse IP dans votre réseau local, donc de 5.1, comme vous avez vu pour chez moi, et une adresse IP sur Internet. Donc, celle que tout le monde peut voir, en fait, ou que tout le monde peut contacter.
De même qu'ici, mon ordinateur, il a une adresse sur lui et une adresse sur le réseau local. D'accord? Comme la box. En fait, ça fait pareil que la box. Donc, quand mon ordinateur il se parle tout seul, il se parle sur 127.0.1. Mais dès qu'il veut parler avec le réseau, alors il est obligé de parler avec lui-même, mais que lui-même envoie une requête sur le réseau, grâce à cette adresse. Ensuite, cette adresse va contacter celle qu'on a vue dans l'IPconfig ici, puis lui-même va envoyer une nouvelle demande avec l'adresse de la box. Comme ça, quand on répond, ça répond à l'adresse de la box c'est qui l'a demandé, elle le redonne à notre ordi, qui notre ordi le redonne au 127 s'il a besoin. Donc voilà pour la communication qui va se passer au niveau de l'adressage. Alors faut savoir que quand on a un serveur, quand on compte mettre un serveur sur son PC, vu qu'il va être associé à cette fameuse adresse, il est bon, bien judicieux de lui fixer son adresse. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez au-delà des problèmes. Donc ici je vois que moi mon adresse non plus elle n'est pas fixe. Pourquoi? Parce que normalement quand c'est fixé, à la fin de l'adresse IPv4 là, à la fin de l'adresse, il met entre parenthèses préféré. Ça veut dire que j'ai choisi cette adresse là. Alors que là ça veut dire que je ne l'ai pas choisi. Donc pour changer notre adresse, on clique sur la connexion réseau en bas, un clic droit et on demande le centre de réseau et de partage. Dans modifier les paramètres de la carte, donc c'est là ici où vous pouvez faire un clic droit, renommer si vous voulez donner un nom à votre carte. Sinon en sélectionnant toujours votre carte, puis en allant dans propriétés, ici vous avez protocole internet version 4. Et dans les propriétés, vous voyez ici qu'il obtient son adresse tout seul, automatiquement. Tout comme le DNS, il l'obtient automatiquement. Bon. Pour avoir une adresse IP fixe, il serait bon de s'assurer qu'elle ne soit pas dans la plage d'adresse des IP qu'on appelle dynamiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire encore tout ça? Alors, les IP fixes, en fait sur notre réseau, donc notre réseau, je parle du réseau local, d'accord, pas de la boucle locale on n'en parlera pas beaucoup, le réseau local on en parlera un peu plus. Donc mon réseau local, qui est 192.168.5. quelque chose, puisque c'est toujours le dernier numéro qui change, mon réseau local, qui est en 5. quelque chose, il a une passerelle qui se trouve en 5.1. Et sur cette passerelle qui se trouve en 5.1, elle a un serveur qui distribue des adresses IP pour tout le réseau 5. quelque chose. En l'occurrence, si ma machine là elle a réussi à avoir l'adresse IP 5.12, c'est que quelque chose lui a donné l'adresse IP. Et ce quelque chose, c'est cette passerelle. D'ailleurs, d'une part, elle lui a donné l'adresse IP, mais en plus, elle lui a donné l'adresse de la passerelle, c'est-à-dire l'adresse de qui lui a donné. Du moment où on sait ça, on va pouvoir configurer en fait ce fameux service qui donne les IP. Donc ce truc là, ça s'appelle DHCP pour Dynamic Host Protocol, je sais plus trop quoi. Donc en gros, ce truc là, c'est ce qui donne des adresses IP. Donc pour pouvoir avoir accès à ça, vous devez vous connecter à votre box. Entrez les identifiants de votre box. Alors les identifiants, souvent c'est admin si vous y avez jamais été. Donc admin c'est le nom d'utilisateur et admin c'est le mot de passe. Sinon il faut se référer aux documents qui ont été donnés avec votre box. Dans tous les cas, il est très nécessaire de pouvoir y avoir accès. Parfois, il arrive que la box ne soit pas sur le réseau local.
C'est-à-dire que, par exemple, Free, on peut le configurer sur Internet, notre box, comme on peut la configurer chez nous. Donc la majeure partie des box, vous pourrez la configurer chez vous, mais si vous devez la configurer sur Internet, alors allez sur le site de votre fournisseur d'accès Internet, comme Orange, Free, SFR, authentifiez-vous sur son site et réglez les réglages au niveau de votre box. Donc ceci dit, moi je vais rentrer dans ma box, et ce qui m'intéresse, donc on avait parlé du réseau local. Donc ici ce qui m'intéresse, c'est mon réseau local. Et dans mon réseau local, je vais parler d'un truc qui s'appelait serveur DHCP. Et si je regarde, ce serveur DHCP chez moi il est bien activé, puisque il m'a bien donné une adresse IP. En plus il fait de l'assignation fixe par machine, donc en d'autres termes, comme il lui donne une adresse IP, il essaye de faire en sorte qu'elle lui appartienne toujours. Bon, c'est pas toujours le cas, mais il essaye de faire en sorte que ce soit possible. C'est qu'il le fait à votre place, donc ensuite, il distribue des adresses IP allant de 5.2 jusqu'à 5.19. Donc ça, c'est important, puisque si je veux attribuer une adresse IP dans mon réseau, sur mon PC, il faudrait que je m'arrange qu'elle soit pas dedans, qu'elle soit à l'extérieur de tout ça. Bon, vu qu'il fait de l'assignation fixe par machine, je pourrais très bien lui dire tu peux être beaucoup plus large. Par exemple, je pourrais dire de 2 à 50. Et de toute façon, moi tu m'as donné 12. Bon, pour l'instant ça me plaît, mais c'est pas facile à retenir. Mais je peux m'en contenter. De toute façon, le 12, tu vas pas me le changer. Donc ici, je vais m'arranger pour... Bon, je vais laisser la plage. Je vais bien laisser comme ça. Et je vais donner une adresse IP en dehors de cette plage. Pour faire ça, sur la configuration de la carte, je vais demander d'utiliser une adresse IP que moi-même je vais choisir. Donc l'adresse IP doit toujours être de la même forme du réseau. Donc notre réseau, c'est ces 3 premiers chiffres. Comment je le sais? Le masque de sous-réseau me l'indique. En fait, quand je vois des 255, ça veut dire que les chiffres ne doivent pas bouger. Et quand il y a un 0, c'est là, il peut y avoir à peu près n'importe quoi. Donc la passerelle, par défaut, comme on l'a vu, c'était le 192, 168, 5.1 pour moi. Mais pour vous, vous adaptez. Vous mettez pas les numéros que je mets. Mettez les numéros que vous voyez, surtout à ce niveau-là. Par exemple, là, l'adresse de mon réseau, si je retrouve le réseau, mon entité, donc vous voyez l'adresse de ma Freebox, que je peux retrouver ici, ça, c'est bien la passerelle. Le masque, on le voyait juste avant. Ensuite, l'IP que je vais donner, je le sais grâce au serveur DHCP, que je vais lui donner une adresse après 19. Je peux pas avant 2 parce que 5.1 c'est déjà ma box. Donc ça je peux pas. Par contre après 19 je peux. Donc là non, je ne veux pas toucher à ça. J'étais où? J'étais ici. Donc ici. Pour le DNS ici il faut répéter l'adresse de la box. Donc ça le DNS on y viendra par la suite. Mais pour l'instant vous répétez la même adresse que vous avez mis pour votre passerelle. Et ici disons que le PC je voudrais qu'il soit sur un numéro de port. Un numéro d'IP que je vais retenir assez facilement. Disons 230. Voilà, j'ai décidé 230. Alors, faut savoir qu'ici, je peux pas dépasser 255. Je vous expliquerai pourquoi dans les cours réseau. On peut pas mettre 255. Donc, déjà, on peut pas le dépasser, mais en plus, on peut pas le mettre de 254. Donc, la dernière adresse IP que vous pouvez mettre, c'est 254.
à condition que votre passerelle n'ait pas l'adresse IP 254. Sinon, si elle a l'IP 254, vous avez le droit de mettre 1 par exemple. Mais si elle a pas, du moins si elle a 1, vous pouvez mettre 254. Vous avez le droit. De même que vous n'avez pas le droit de mettre 0. Donc voilà. Vous pouvez mettre un chiffre qui n'est pas dans votre plage DHCP, donc qui n'est pas compris entre ces numéros qui dit plage de début, plage de fin. Vous pouvez pas mettre celui qui a le serveur DNS ou l'adresse de la box comme on a vu, qui est la même adresse, ni mettre le 0 à la fin, puisque le 0 représente tout votre réseau. Donc, une fois que on est prêt à faire ça ici, qu'on a changé les paramètres, on valide par OK. On peut fermer. Et pour être sûr que c'est pris en considération, parce que si je refais un ipconfig, malgré que j'ai changé les paramètres, bon bah s'il l'a déjà pris en considération, il a été très vite. Néanmoins, je préfère le faire moi-même, je préfère désactiver et le réactiver pour être sûr qu'il a bien récupéré la nouvelle adresse IP et qu'il ait bien pris en considération la configuration que je lui ai donnée. Je revérifie pour être sûr, mais oui, j'ai bien 5230. Pourquoi avoir fait ça? Bah, comme vous avez pu le remarquer, le DHCP peut vous donner une adresse IP différente. Et du fait qu'il peut vous donner une adresse IP différente, si quelque part, ce qu'on fera peut-être, sûrement, si quelque part on dit l'adresse IP est égale à mon site web quelque chose, et que si on tape après dans un navigateur mon site web quelque chose, il va aller chercher ce quelque chose sur quel numéro il est, donc sur quelle adresse IP il est. Mais si cette adresse IP change à chaque fois que vous redémarrez votre ordinateur, il faudrait que dans ce fichier qui enregistre l'adresse IP et le nom que vous avez donné à votre site, vous le changez à chaque fois que l'adresse IP change. Ce qui deviendrait un calvaire. Faut le dire. Donc, il est bon de lui attribuer une adresse IP qui soit fixe, qui ne bouge pas. Voilà pourquoi. Ici, on peut tout fermer. Donc pour le moment, ce qui est du côté réseau, on va pas trop en parler. Il faut savoir que actuellement, on connaît que 127.0.0.1. Ça correspond à un truc qui s'appelle localhost. On a un autre truc qui s'appelle 192.168.x.x qui correspond à mon IP. Exemple, pour moi 5.230. Qu'on a un truc comme ça, x.x qui est égal à ma box, qui par exemple peut être 5.1 ou 5.254, ça peut arriver. Donc moi ici je prends le 5, mais le 5 vous pouvez le mettre à votre guise. On sait aussi que x.0 ne peut pas être utilisé, qu'il est réservé. Et on sait qu'on a un truc qui est égal au DHCP, qui en général correspondrait par exemple de 5
5.2 à 5.19 par exemple dans mon cas. Voilà. Donc ça c'est pour un petit résumé de ce qu'on a pu voir au niveau du réseau. Qu'on a un serveur qui donne des IP, d'accord? Que ce serveur a une plage, que nous-mêmes nous avons fixé une IP en dehors de cette plage. Comme notre IP est fixe, elle ne bouge plus. Que nous avons repéré notre passerelle, d'accord, notre box, pour pouvoir connaître ces informations. Et nous savons aussi, là-haut, au niveau des nodes, que dans mon cas, par exemple, 5230 est associé à Win7. D'accord? Donc ça, c'est la correspondance entre IP et nom de domaine, ou nom de machine, comme vous voulez. Donc ici, on a vu la partie IP. D'accord? Là, on va voir une autre partie qui est la partie DNS. Alors, il faut savoir que là, pour l'instant, on a vu la partie IP locale. Hein, rappelez-vous, je vous ai dit, il y a côté Internet. Donc, comme il y a une barrière entre les deux qui est notre box, il y aura un autre chapitre pour ce qui est le côté Internet. Pour l'instant, on va parler du côté local. Donc, localement, sur Windows, il y a un fichier qui enregistre toutes les adresses de DNS, hein, toutes les adresses de node, avec leur adresse IP associée. Donc ici, je vais aller dans Ordinateur, dans mon disque dur système, hein, dans ces deux points, dans Windows. Dans Windows, je vais trouver le dossier System32. Dans System32, j'ai un dossier qui s'appelle Drivers. Dans ce dossier Drivers, j'ai un dossier qui s'appelle etc. Et ici, j'ai un fichier qui m'intéresse beaucoup, le fichier host. Alors ce fichier host, par défaut, vous n'aurez pas le droit de le modifier. Donc on va changer ces autorisations pour qu'on ait le droit de le modifier. Donc pour pouvoir faire ceci, on sélectionne le fichier, puis d'un clic droit, on va sur propriété. On attend qu'il utilise. Voilà. Dans sécurité, donc on voit le système qui a le droit de tout faire. L'administrateur, apparemment il peut tout faire. L'utilisateur, il peut juste lire et écrire. Donc moi je suis dans le groupe administrateur, parce que là il y a un S, donc on sait que c'est un groupe. Donc apparemment j'ai le droit de tout faire. On va quand même voir. Si vous, auquel cas, vous n'avez pas le droit de le modifier, pour le modifier souvent, je dis bien souvent, c'est parce que ici lecture seule est cochée, donc vous le décochez et vous appliquez. Et d'autres fois, c'est parce que ici vous n'avez peut-être pas le compte administrateur. Donc quand c'est comme ça, vous modifiez ici. Ici vous ajoutez. Ici vous allez sur avancer. Là vous recherchez. Et après vous trouvez le compte avec votre nom. Par exemple, moi j'ai le compte tutoriel. Donc je prends le compte tutoriel. Je dis OK. Ici, je dis OK. Et ici pour tutoriel, je lui dis tu as tous les droits. J'applique. Je dis OK. Je dis OK. Et ici on voit que tutoriel s'est ajouté avec tous les droits. Je peux appliquer et je peux dire OK. Pour savoir si on a le droit de le modifier, on fait un clic droit et on l'édite avec Notepad++. Ici je vois la disquette, elle est bleue. Déjà si elle est grise, c'est que vous n'avez pas le droit de la modifier. Ensuite, si vous ne savez pas de quelle couleur elle est vraiment, là, vous tapez sur Entrée, par exemple pour passer des lignes pour que ça devienne rouge. Et si vous faites un CTRL S ou fichier enregistré ou que vous cliquez sur la disquette, si la disquette vire au bleu, c'est que c'est bon. Oui, là j'ai le droit de le modifier. Sinon, il m'aurait dit c'est pas possible, enregistrer le fichier sous quelque part et tout. Dans ces cas-là, s'il vous fait ça,
regardez les paramètres de sécurité comme je vous ai fait voir et adaptez-les en fonction que vous ayez le droit de pouvoir faire. Donc ici, ce fichier est un petit peu intéressant. Déjà, on voit ici qu'on repère notre 127.0 et localhost. Au passage, si vous vous rappelez, on a vu que 2.2.1 c'était équivalent à ça. Mais ça c'est forme IPv4, ça c'est forme IPv6, et que ça équivaut au même nom. Quand il y a des dièses devant les lignes, ça veut dire que cette ligne elle est commentée, et donc elle n'est pas prise en compte par ce fichier. On pourrait la décommenter, pour dire déjà prends en compte au moins ces deux adresses. Et je vais réaligner les adresses sur la droite, pour que ce soit plus clair. Ici, j'en connais une autre, c'est-à-dire la mienne, qui est 192.168.5.230, j'avais dit. Et celle-ci, elle était associée à un truc qui s'appelle UIN-7. D'accord. J'enregistre. Ce fichier, il est pris en considération presque immédiatement. Maintenant, si dans le navigateur internet, ici en haut, j'appelle localhost tout seul, et que je valide, je tombe sur mon site. Youpi. Si je tape 127.0.0.0.1, on attend un petit peu. Youpi, je tombe toujours sur le site. Essayons autre chose. Alors là c'est un test, j'ai jamais essayé. Ok. Je vais essayer l'adresse au format IPv6, donc 2.2.1. Non, donc ça marche pas. En même temps, c'était un test, hein, je vous l'avais dit. J'étais curieux de savoir si ça marchait. Essayons maintenant 192.168. Votre adresse IP. Donc moi c'est 5.230. Et vous, vous adaptez en fonction de votre réseau et de votre adresse. Ici, oups, petite erreur. Donc, vous voyez bien que il répond sur 127.0.0.1 ou sur localhost, notre serveur Apache, mais que le 5.230, il l'ignore. Bah ça, on verra pourquoi la prochaine fois. Et la prochaine fois, on comprendra qu'est-ce qu'il nous a installé dedans, dans Apache. Donc on fera le tour un petit peu des fichiers, justement, car c'est là qu'on va commencer à configurer les options. Et éventuellement, si le temps de la vidéo nous permettra, dans ce même tutoriel, j'essaierai de vous présenter l'installation d'un CMS comme Joomla par exemple, sur notre site web. Donc voilà, je vous dis au prochain tutoriel et à bientôt. N'oubliez pas que maintenant les tutoriels sont disponibles sur YouTube, ma chaîne, je sais plus comment ça s'appelle, The UnixVR ou UnixVR, je sais plus trop quoi. Bref, de toute façon c'est sur le site web tutoriel.unixvr.net. Voilà, donc bye bye.